bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission qui ne sera pas une émission politique puisque ce soir, je reçois le directeur du CHU, Gérard Cotellon, et aussi le docteur Després, chef du service pédiatrique du CHU. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des enfants. Certains parents hésitent à envoyer leurs enfants à l'école. Concernant ce Covid, il faut quand même faire le point sur les enfants touchés, pas touchés, à quel niveau, à quelle proportion. Donc nous ferons aussi un point là-dessus et de manière générale, nous verrons avec Gérard Cotellon ce qui se passe réellement et quel est son sentiment sur cette situation. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors ce soir, j'irai franco sur ce plateau. Tout d'abord avec vous, Gérard Cotellon. Aujourd'hui, contre quoi ou qui faut-il se battre? Contre ce virus Covid ou contre les réseaux sociaux? Bon, les réseaux sociaux, on n'y arrivera pas. En tout cas, moi, j'ai renoncé. En revanche, oui, il faut se battre pour arrêter la circulation du virus sur notre territoire. On y est arrivé lors de la première vague. Je rappelle quand même que à la fin du confinement, jusqu'au début du mois d'août, le virus ne circulait pratiquement pas sur le territoire de Guadeloupe. Et là, maintenant, c'est vraiment cet objectif-là qu'il nous faut atteindre parce que là, il circule vraiment très fortement. On a un taux d'incidence qui avoisine ça dépend des semaines, mais c'est entre 250 et 350, ce qui est très très élevé pour 100 000 habitants, probablement le plus élevé de France. Et il nous faut arrêter cette circulation du virus sur le territoire parce que la contamination est réelle, nous recevons beaucoup de patients, on a des formes graves. Le constat qu'on fait au CHU, notamment au niveau de la réanimation, c'est que nous avons une typologie de patients qui se retrouvent fréquemment en réanimation. C'est notamment les personnes en surpoids et atteintes de diabète. Et puis, bien entendu, les personnes âgées. Donc, je rappelle que nous avons une population plutôt vieillissante sur le territoire. Et la prévalence de l'obésité et du diabète est aussi très forte. Donc, il faut vraiment se protéger. On peut arrêter la circulation du virus, ça ne tient qu'à nous. J'ai eu l'occasion de le dire dans une interview à vos confrères de France Antilles. Il nous appartient d'arrêter la circulation de ce virus. Et le constat que nous avons fait là aussi en discutant avec les médecins du CHU, je laisserai le docteur Després parler de la situation de la pédiatrie, mais ce que me disent les médecins quand ils interrogent les patients, c'est que dans le milieu professionnel, les gestes barrières sont de mise, sont respectés. Le port du masque, on fait attention, voilà. Il y a du gel hydroalcoolique à tous les coins, donc pas de problème. Dans la vie courante, c'est-à-dire quand on va faire ses courses, quand on se déplace, les gens portent le masque. Quand vous allez au supermarché et que vous arrivez à la caisse, la distanciation physique est respectée. Alors, là où les gens se contaminent, oui. c'est essentiellement dans des rassemblements amicaux, familiaux, où là, on baisse la garde. La vigilance n'est plus de mise. On enlève le masque. Et voilà. Mais est-ce qu'on peut avoir la main là-dessus? C'est difficile parce qu'on ne peut pas mettre la vie sociale ou la vie tout court entre parenthèses. Cette épidémie dure depuis le mois de mars et je comprends qu'on a envie de revivre normalement. Moi, personnellement, j'ai envie de temps en temps d'aller écouter Philippe Després jouer de la musique. Mais je crois que le message qu'il faut passer, c'est pendant ce temps-là où le virus circule fortement sur notre territoire, il faut éviter tous ces rassemblements parce que on va dans des rassemblements où la convivialité est de mise et on baisse la garde. Et c'est là que la contamination se fait. Et vraiment, il faut faire attention parce que je vois des formes graves. On meurt de cette infection à coronavirus. Pas plus chez nous qu'ailleurs. Nous sommes comme dans les territoires
qui ont été concernés lors de la première vague avec des gens qui meurent parce qu'ils ont des comorbidités, parce qu'ils sont âgés et plus fragiles. Et donc vraiment, mon message, c'est de faire attention. L'autre message, excusez-moi d'être long, c'est de dire, notamment, je m'adresse surtout aux automobilistes, mais en fin de compte à toute la population. Attention aux accidents de voiture, parce que voilà, les polytraumatisés, ils arrivent en réanimation. Nous sommes en tension sur les lits de réanimation. Il ne faut pas rajouter une crise à la crise. Voilà. Un peu de prudence, un peu de retenue, et puis bon, sauf nécessité impérieuse, on reste chez soi et on évite les rassemblements. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des réseaux sociaux. On sait qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. On sait aussi qu'il y a un flot de personnes qui se réfèrent aux réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, est-ce une vraie difficulté pour vous ce qui circule sur les réseaux sociaux? Est-ce que votre tâche est plus difficile? Je pense qu'il faut faire avec son temps. Nous, il nous arrive, nous aussi au CHU, de communiquer sur les réseaux sociaux, parce que quand on veut s'adresser à la population, on sait que beaucoup de personnes sont connectées sur les réseaux sociaux. Après, il faut faire le tri dans les informations. Moi, ce que je regrette sur les réseaux sociaux, c'est que je constate que la parole scientifique est remise en cause. Et ça, je trouve ça, c'est dangereux. C'est le début de l'obscurantisme. Quand on commence à remettre en doute, à mettre en doute la parole scientifique. Voilà. Donc, il faut faire attention. Je pense que le sujet est suffisamment sérieux pour que, que tout un chacun, que les gens s'informent. Moi, ça ne me pose pas de problème. Il y a beaucoup trop d'informations qui circulent, qui remettent en cause la parole des scientifiques. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais laissons les scientifiques débattre entre eux. Moi, ça me pose zéro problème que les scientifiques débattent entre eux. On a tous suivi le débat entre l'équipe du professeur Raoult et les autres et infectiologues. Donc, moi, je trouve ça même plutôt sain qu'il y ait débat. Mais c'est quand des personnes qui se sentent spécialistes de tout, comme on dit en Guadeloupe, des toutes-bitéologues, commencent à donner leur opinion. Voilà, bon. Après, bon, chacun. C'est aussi la liberté. Moi, je ne suis pas du tout pour qu'on restreigne la liberté des uns et des autres. Simplement, il faut faire le tri. Il faut faire le tri sur tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Bon. Mais aujourd'hui, on se dit quand même qui croire. Est-ce qu'il faut croire les professionnels de santé? Est-ce qu'il faut croire les élus? Qui croire? Et aujourd'hui, nous sommes face à une population qui ne sait quand même pas où donner la tête. Il faut faire confiance à son médecin. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, on ne peut pas se soigner si nous ne sommes pas dans une relation, si vous n'êtes pas dans une relation de confiance avec votre médecin. Je veux dire, il faut faire, c'est un peu basique. Il faut faire confiance à son médecin traitant, à son médecin spécialiste et suivre ses prescriptions et ses préconisations. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Bon, on a le droit de changer de médecin si on n'a plus confiance, mais je ne vois pas comment on peut se soigner si on n'est pas dans une relation de confiance avec son médecin, qu'il soit médecin traitant, médecin spécialiste. C'est un peu basique, mais c'est ce que je pense vraiment. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un vrai pouvoir d'alerte au niveau des citoyens, de parler de prévention, ou est-ce que vous avez l'impression d'être complètement démunis? C'est ce que je viens de faire. On parle de constat que nous avons au niveau du CHU. Je constate que nous avons beaucoup de gens qui arrivent. On a ouvert des urgences Covid. Alors là, entre hier et aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. Mais nous avons beaucoup de patients qui arrivent. Je vous ai dit qu'il y a un quart de nos lits qui sont occupés par des patients Covid. Donc la contamination, elle est réelle, elle est forte. Et nous avons sur les 32 lits de réa que j'ai ouverts pour l'instant, j'en ai 29 d'occupés. Donc nous avons des formes graves, nous avons des gens qui meurent. Vous avez entendu le nombre de morts de la semaine dernière qui a ému tout le monde, mais moi je voudrais que les gens prennent conscience que c'est quelque chose de grave.
Et on peut éviter, en tout cas. Bon, voilà. Moi j'ai été contaminé, je n'ai pas su l'éviter lors de la première vague. Mais là, on sait maintenant, on a appris. On a appris depuis le mois de mars. Qu'a-t-on appris ? On a appris depuis le mois de mars. On sait maintenant comment la contamination se fait. Et on sait que le masque protège. Quand vous portez un masque, c'est celui qui parle avec un masque protège les autres. Donc il faut mettre un masque pour protéger les autres. Et puis on sait que voilà, la distanciation physique, le fait d'éviter des rassemblements où fatalement nous sommes un peuple nous sommes dans la convivialité, voilà. Et quand vous êtes dans ce genre de situation, vous baissez la garde et c'est à ce moment-là que les gens se contaminent et peuvent se contaminer massivement. En tout cas, vous m'avez dit, est-ce qu'il y a des messages de prévention qu'on peut faire passer ? Moi, je ne suis pas médecin, mais en discutant avec les médecins du CHU, et quand ils interrogent les patients, il y a toujours, dans les jours qui ont précédé les symptômes, une histoire de « oui, j'étais à un repas familial » ou « j'étais à un rassemblement entre copains ». Je suis allé à des funérailles. Enfin, il y a toujours une histoire où les gens se sont retrouvés ensemble et à un moment, on est plus proches les uns des autres. À un moment, on laisse tomber le masque parce qu'il fait chaud, parce que voilà. Donc, je pense qu'il est de bonne guerre d'éviter ce rassemblement. Ma propre mère me posait une question hier matin. Elle s'étonnait, après les annonces du Premier ministre, d'entendre qu'on allait fermer les restaurants. Et elle me dit, mais je ne comprends pas, on ferme les restaurants, mais les cinémas restent ouverts. Je dis, oui, il y a une certaine... mais il y a une certaine logique à ça. Premièrement, au cinéma, vous avez la distanciation physique, sauf si vous êtes un couple, vous avez une séparation entre les spectateurs. Par ailleurs, au cinéma, vous portez le masque, vous ne l'enlevez pas. Vous n'avez pas le droit de l'enlever le temps du film. Au restaurant, vous êtes obligé de l'enlever pour manger. Et je vois, quand je vais au restaurant, là, la première chose qu'on fait, on arrive, on n'est même pas, le plat n'est pas arrivé, mais on enlève le masque et nous sommes à 3-4 à table et on se parle avec la proximité qui est de mise quand vous allez au restaurant avec des amis et avec vos parents. Toute la différence est là. Au restaurant, vous enlevez le masque. Au cinéma, vous ne l'enlevez pas. Oui, mais il y a des mesures qui sont prises par le gouvernement, ici par le préfet. Pensez-vous que ça soit suffisant ? On verra. Alors, premièrement, les mesures qui ont été prises, qui ont été annoncées par monsieur le préfet, ne porteront pas leurs fruits avant 10 jours. Hein. Et c'est dans 10 jours qu'on dira si ça marche. Vous avez entendu le préfet lors de la conférence de presse hier. Si ça ne marche pas, vous avez entendu aussi le ministre de la Santé. Si les mesures que l'on prend sur les territoires ne suffisent pas, il est fort possible qu'on aille vers des mesures un peu plus contraignantes. C'est-à-dire le reconfinement. Le reconfinement, le couvre-feu. Pour l'instant, on n'a pas de support juridique pour ça, mais bon, voilà, on prendra des mesures plus contraignantes. De toute façon, il faut arrêter la circulation du virus. Honnêtement, est-ce que vous étiez, vous, Gérard Cotellon, pour un reconfinement ? Moi, c'est quelque chose qui n'est pas de mon domaine de compétence. Encore une fois, moi, je parle en tant que directeur du CHU. Quand je discute avec le médecin, ce qu'on pense, c'est que la mesure qui pourrait, entre guillemets, nous aider, c'est-à-dire faire en sorte qu'on n'ait pas autant de malades qui arrivent et autant de malades qui arrivent dans des formes graves, c'est la mesure de couvre-feu. Parce que là où se font les rassemblements, c'est plutôt le soir. C'est à ce moment-là que les gens, on sort du travail, on est un peu fatigué, on a envie de se détendre, on boit 1 ou 2 verres d'alcool et puis et on baisse la garde. Donc pour nous, c'était la mesure de couvre-feu. On en a discuté. Moi, j'ai dit ça au préfet, qui m'a très rapidement dit, mais nous n'avons pas le support juridique parce que la loi d'urgence sanitaire, elle n'est plus de mise depuis le 10 juillet de mémoire et que on ne peut pas prendre des mesures qui, malgré tout,
sont attentatoires aux libertés individuelles sans support juridique. Oui, mais on avait pris ces mesures et ça avait fonctionné. On avait une loi d'urgence sanitaire. Oui. Mais Là, si est-ce qu'on ne peut pas se dire que nous sommes en zone rouge? Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il faut absolument trouver des solutions qui ont porté leurs fruits? Ben, les solutions, on les connaît. Hein. Je veux dire, il nous appartient de nous discipliner aussi. Moi, je suis peut-être en boucle sur les messages que j'entends faire passer à la population. Mais voilà, c'est les gestes barrières, éviter les rassemblements, voilà, éviter les rassemblements même familiaux. Quand vous êtes un jeune et que vous travaillez, que vous rencontrez des collègues, évitez d'aller voir votre grand-mère plus âgée. Vous pouvez l'appeler au téléphone, ou si vous allez la voir, rester à distance. Voilà. Ce sont des choses simples que je pense que tout un chacun peut comprendre et peut faire. Quelle est la situation du personnel soignant? C'est une situation qui est compliquée parce que la crise, elle dure. Alors, elle dure et en plus, elle a un peu changé de nature. C'est pour ça que nous sommes en crise. On a eu la première vague, mais la première vague, je rappelle que quand le président de la République a annoncé le confinement, c'était le bon moment pour nous sur le territoire de Guadeloupe parce que le virus ne circulait pas encore. En tout cas, pas avec cette intensité. C'était vraiment le bon moment. Et je pense que c'est ce qui nous a un peu protégés, malgré les quelques cas que nous avons eu à gérer. Et nous avons eu aussi une vingtaine de morts à l'époque. La crise a changé. Et c'est en ça que toute crise est inédite. Le virus circule fortement. Ce n'est pas le cas de la première vague. Puis ce qui a surtout changé, c'est que nous ne sommes plus en confinement, il n'y a plus de couvre-feu, et que vous me demandez qu'en est-il du personnel du CHU, ben, les médecins comme les personnels non médicaux commencent à être un peu fatigués. Et puis les gens commencent à en avoir un peu marre de fatigués mais pas atteints du Covid. Alors, moi, j'ai un peu moins de 150 personnes atteintes du Covid. Je crois que le dernier chiffre que m'a donné notre médecin qui fait le point épidémio pour le CHU, c'était 148. 148 agences, ce qui rajoute à notre difficulté, parce que ce sont des personnes qui sont éloignées de leur poste de travail. On a ouvert plus de lits de réanimation, donc ça demande plus de personnel. Je rappelle que quand vous êtes dans un service de médecine, c'est une infirmière pour 12 lits, c'est ça la moyenne en tout cas. En réanimation, c'est une infirmière pour 2 lits. Donc ça consomme beaucoup de ressources paramédicales, beaucoup de ressources non médicales. Et que quand vous avez 150 personnes, alors ce ne sont pas tous des soignants, mais bon, majoritairement des soignants éloignés de leur poste de travail, ajoutez à cela un peu d'absentéisme, voilà, le CHU a un absentéisme chronique qui est élevé, hein, malgré ce que disent les uns les autres, eh bien, vous êtes en difficulté. Comment je fais? On demande de l'aide. On demande de l'aide à la réserve sanitaire, c'est prévu pour ça. Donc nous avons tous les 15 jours une rotation de réservistes qui arrivent sur le territoire, d'infirmières, de médecins qui viennent nous donner un coup de main. Et puis j'ai tiré la sonnette d'alarme quand j'ai vu que les choses prenaient des proportions un peu lourdes pour nous et puis potentiellement à risque pour les patients. J'ai tiré la sonnette d'alarme auprès des autorités pour qu'on ait une aide d'une autre nature. Donc c'est pour cela aussi que dès demain, nous aurons l'aide du service de santé des armées pour gérer une unité, pour nous donner un peu de latitude, desserrer le taux, notamment sur les lits de réanimation. Parce que, vous voyez, moi j'avais, comment dirais-je, une seule obsession. Parce que j'ai bien suivi cette crise, je suis ça depuis fin décembre, début janvier. Ce qui s'est passé en Italie, je ne veux pas connaître cette situation. Ce qui s'est passé en Italie, le système de santé a été totalement déstabilisé parce qu'ils ont manqué de lits de réanimation. Et à certains moments, dans certains hôpitaux, les médecins devaient choisir entre qui on met dans un lit, qui on ne met pas dans un lit de réanimation. Il faut savoir que quand un patient a besoin de réanimation, si vous ne le mettez pas dans un lit de réanimation, il y a toutes les chances qu'il meure.
Et donc, moi, ça a toujours été ma préoccupation dès la première vague. C'est pour ça que vous m'avez certainement entendu dire « Attention, on n'a pas le nombre de respirateurs de réanimation qu'il faut pour augmenter notre capacité de l'hydréa ». Heureusement, on n'a pas été débordé par la vague. Depuis, ces respirateurs sont arrivés. On a une gestion territorialisée de cette crise. Hein, et donc, moi, mercredi, j'ai pris la décision. Je sais que c'était une décision difficile à prendre, mais je l'ai prise mercredi, parce que mercredi, j'étais en passe de me retrouver dans une situation où je ne pouvais plus mettre dans un lit de réanimation les patients qui avaient besoin de l'hydréa. Donc, j'en ai informé les autorités, j'ai informé l'ARS, j'ai informé le préfet en disant, voilà, il y a deux choses qu'on va faire, deux choses majeures qu'on va faire. C'est premièrement d'arrêter l'activité de chirurgie programmée, à l'exception des patients cancéreux pour lesquels tout report de l'intervention chirurgicale constitue une perte de chance. Donc la présidente de la CME, qui est chargée de l'organisation dans le cadre de ce plan Orsan, de cette crise d'organiser la prise en charge chirurgicale sur les territoires, en tout cas dans les hôpitaux publics, a travaillé avec les chirurgiens pour identifier quels sont les patients qui ont absolument besoin d'une chirurgie rapidement pour pas qu'il y ait perte de chance, notamment ce sont les patients cancéreux. Mais j'ai pris cette mesure pour pouvoir récupérer de la ressource là tout de suite pour ouvrir 4 lits de réanimation de plus. On ne veut pas se retrouver à moins de 4 lits de réanimation. Chaque fois qu'on sera à moins, on va tirer la sonnette d'alarme. Parce que l'expérience que nous avons depuis le début de la crise, c'est que, encore une fois, je vous dis, en toute transparence, entre hier et aujourd'hui, ça semble se calmer un peu, mais on a déjà eu des périodes de calme comme ça et le lendemain, ça repart. On a besoin, entre tous les jours, entre 4, 5, 6 lits pour hospitaliser des patients qui ont besoin de réanimation. La deuxième mesure qu'on a prise et qu'on a mise en œuvre le jour même, ça a été d'appeler nos collègues de la Martinique, d'appeler nos collègues de la Guyane pour dire est-ce que vous êtes en mesure de nous aider d'accueillir des patients de réanimation, ceux qui pourront supporter le voyage, des patients atteints de Covid. Alors, est-ce que ça voudrait dire quand même que les cliniques privées ne jouent pas le jeu? Non, tout le monde. Alors, très honnêtement, sur le terrain. Parce que ça a circulé aussi. Ça a circulé lors de la première vague, oui, mais bon, voilà, moi je suis hyper à l'aise avec ça. J'étais très en colère lors de la première vague parce que j'avais l'impression que pas que les cliniques privées d'ailleurs, certaines personnes, y compris dans les hôpitaux publics, y compris chez les libéraux, ils bon voilà, la crise Covid, ça appartenait au CHU de gérer. Non, mais nous on prend toute notre part, mais une telle crise ne peut pas être, surtout sur un territoire, nous sommes sur une île, nous sommes loin des grandes métropoles, ça ne peut pas être que le CHU qui prend sa part. Là, je ne peux pas dire ça. Moi, très honnêtement, tout le monde est mobilisé, les cliniques privées comme les hôpitaux publics. Chacun apporte sa contribution pour nous aider. Et donc, je reviens, deuxième mesure, évacuer des patients, mettre en place des évacuations sanitaires avec l'aide du SAMU sur la Martinique ou sur la Guyane. On a transféré 2 patients sur la Martinique. Ça nous a donné un peu d'air. On a ouvert 4 lits supplémentaires et voilà, demain, on attend le service de santé des armées qui arrive demain. La première équipe arrive demain. Dimanche, le reste de l'équipe arrive et j'espère que dès lundi, ils seront opérationnels et qu'on va pouvoir reprendre l'activité de chirurgie programmée parce que là aussi, tirons expérience de ce qui s'est passé la première fois. On avait arrêté la chirurgie réglée parce qu'il y avait confinement, parce que les patients avaient peur de venir à l'hôpital, qui était vécu comme un endroit où ils pouvaient se contaminer. Et on s'est retrouvé à la fin du confinement au mois de juin à devoir reprendre plus de 600 patients en chirurgie. Donc on veut éviter ça. On veut éviter que les patients renoncent aux soins et qu'ils s'adressent à nous que lorsque la maladie est grave, quelquefois dépassée. Donc c'est délicat, mais moi j'ai entendu quelqu'un, un leader syndical, dire l'autre jour qu'il y a une gestion hasardeuse de la crise. Moi, je lui laisse le propos. Moi, je suis dans l'adaptation permanente, c'est-à-dire tous les jours, avec mes équipes,
avec les médecins, on regarde ce qui se passe, on analyse ce qui se passe et on prend des décisions. On s'adapte à la crise avec un objectif, essayer d'avoir un coup d'avance, essayer d'avoir 48 heures d'avance par rapport à l'évolution de l'épidémie et de ses impacts sur le CHU. Merci Gérard Cotellon, je vous retrouve tous les deux d'ici une courte page de publicité. À tout de suite. Voilà, je sais que vous êtes nombreux à nous appeler, mais il va falloir patienter quelques instants, puisque tout de suite, ça sera au docteur Després. Alors, c'est vrai que autour de la question des enfants, on a beaucoup entendu. Au début, on a dit que les enfants n'étaient pas touchés par le Covid. Après, on a dit très peu d'enfants. Aujourd'hui, où en est-on ? Alors c'est vrai que nous-mêmes, professionnels de santé, on a été abreuvés d'une communication tous azimuts depuis le début de la crise, et déjà il faut faire le constat qu'on a appris au fur et à mesure. Il n'y a rien qui est inné, il n'y a rien qui tombe comme ça tout fait, et depuis le mois de mars, on a lu tous des centaines et des centaines de publications qui partaient parfois dans tous les sens. Il a fallu qu'on fasse le tri, il a fallu qu'on fasse entre nous des réunions entre spécialistes d'adultes, entre pédiatres, entre réanimateurs pédiatres, pour essayer de trouver une ligne directrice, parce que c'était pas du tout évident. Et je comprends parfaitement que les gens actuellement soient complètement perdus dans ce fatras d'informations qui est dévié par les réseaux sociaux, retravaillé par les réseaux sociaux, et rendu sous une forme qui parfois est assez indigeste pour nous et très digeste pour les gens qui écoutent. Donc c'est vrai que, comme on disait à l'instant, on a du mal à avoir une parole considérée comme sensée et considérée comme faisant référence dans la situation actuelle. Et pourtant, on tient bon et on continue à donner des informations qu'on a pu vérifier nous-mêmes et qu'on a pu éprouver même à l'échelle de la Guadeloupe. Alors qu'est-ce qu'on dit à l'échelle du monde entier de cette crise Covid par rapport à l'enfant ? On dit trois choses qui ont été vérifiées dans le monde entier et qu'on a vérifiées chez nous. La première, oui, l'enfant peut attraper le Covid. Alors on a dit beaucoup de choses au début, mais non, l'enfant peut attraper le Covid essentiellement de la part d'adultes, donc des gens qui leur sont très proches. Deuxièmement, l'enfant est peu infectant. Je ne dis pas qu'il n'est pas infectant, mais il est peu infectant. Des épidémiologistes en métropole ont calculé, parce que c'est des choses qu'on peut faire, en observant la population, en observant le passage du virus entre plusieurs personnes, ont calculé qu'un enfant sans masque atteint du Covid était autant infectant qu'un adulte atteint du Covid avec un masque. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'est pas infectant vis-à-vis des autres, mais ça veut dire que l'enfant, finalement, a peu de capacité pour répandre le virus autour de lui. Et la troisième chose, qui est celle qui me réjouit le plus en tant que réanimateur pédiatre, c'est que l'enfant fait exceptionnellement des formes graves de Covid, exceptionnellement. C'est sûr qu'à l'échelle du monde entier, on a maintenant une vision de tous les pays, chacun a publié, dès le départ, la Chine a publié énormément de choses, alors on pouvait mettre en doute au départ leur transparence d'information, et puis ensuite l'Italie du Nord a publié beaucoup de choses chez l'enfant, puis les services de France, de métropole, mais tous disent la même chose, il est exceptionnel d'avoir des formes très graves chez l'enfant. Quand on dit enfant, c'est prépubère, c'est jusqu'à 12-13 ans. Après, les choses se modifient progressivement pour entrer dans l'épidémiologie de l'adulte. Mais en dessous de cet âge, l'enfant fait rarissimement des formes graves. On pourra trouver des enfants qui ont des situations très critiques et qui sont porteurs du Covid, de manière prouvée par la PCR. Comme on a vu dans le service, un enfant qui venait se faire opérer d'une hernie inguinale et qui était positif pour le Covid. Et que je sache, le virus Covid ne provoque pas d'hernie inguinale. Donc ce n'est pas parce qu'on est porteur du virus que la présentation clinique est entièrement due à ce virus. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup spéculé autour du virus et de l'enfant. On sait qu'il y a des parents aujourd'hui qui rechignent à envoyer leurs enfants à l'école. On se dit oui, mais il y a des mesures qui sont prises par le gouvernement. Pourquoi justement ne pas étendre jusqu'aux écoles? Que dire? Alors, les enfants peuvent avoir le Covid, les enfants vont à l'école, donc effectivement, il y a beaucoup d'enfants. Alors, est-ce que pour vous, il faudrait peut-être mieux les garder à la maison
pour que ces enfants ne soient pas exposés ou plus exposés à la maladie. Encore une fois, le problème de l'enfant et du Covid, c'est surtout le problème des adultes qui l'entourent. Je peux comprendre que pour l'éducation nationale, ça pose un problème, parce qu'un enfant infecté qui a un simple rhume, on a vu des enfants qui allaient parfaitement bien avec un simple rhume, prélèvement positif Covid. On a vu des enfants qui avaient une petite toux isolée, un 38 isolé pendant 2 jours, prélèvement positif au Covid, et l'enfant a guéri cliniquement en 2 jours. Donc c'est pas tellement l'enfant le problème, c'est d'où il a attrapé le virus, et éventuellement est-ce qu'il va quand même pouvoir le redonner à d'autres. Ce deuxième point, on l'a abordé, on sait que c'est possible, mais peu fréquent. Par contre, s'il l'a attrapé, c'est que dans son entourage, il y a des adultes qui l'ont, parfois de manière peu symptomatique, et qui peuvent se le passer entre eux. Mais ce n'est pas une problématique pédiatrique, quelque part, c'est une problématique de population générale. Alors, en ce qui concerne l'école, je peux vous donner mon opinion, mais toutes les sociétés savantes, alors le mot savant n'est plus du tout à la mode, mais quand même, toutes les sociétés savantes de pédiatrie de France, à commencer par la Société française de pédiatrie, ont émis des recommandations, et toutes ces sociétés préconisent le maintien de l'enfant à l'école. Parce que si on fait le rapport entre le bénéfice de garder l'enfant à la maison et les inconvénients, voire le drame éducatif de les couper d'un milieu scolaire qui est un milieu qui permet d'apprendre, mais aussi de socialiser, et ce deuxième point est très important, on le voit actuellement dans la population des enfants, le manque de socialisation va finir par peser chez les tout-petits, actuellement. Si on fait le rapport risque-bénéfice, tout le monde dit qu'il y a un vrai bénéfice à faire rentrer l'enfant à l'école avec des mesures raisonnables finalement qui concernent essentiellement les encadrants adultes. On parle de gestes barrières, comment les respecter quand on est oui, enfant. Mais comme l'enfant en lui-même prend surtout de l'adulte et rend peu le virus aux autres enfants, le souci encore une fois est un souci d'environnement de l'enfant au niveau de l'âge adulte. Alors, ces mesures, on ne peut bien sûr pas les faire respecter, on ne peut pas faire porter un masque à un gamin de 4-5 ans, mais on a vu maintenant des gamins de 5-6 ans qui, par imitation, ou parce que ça fait partie maintenant des normes de la société, acceptent facilement leur masque. L'enfant, dans le monde humain, c'est certainement la partie la plus adaptative. Et nos gamins sont prêts à tout accepter et eux, de toute façon, évidemment, nous survivrons très bien et eux arriveront à passer à travers les mailles de cet épouvantable presse-citron qui est cette pandémie mondiale. Il faudrait que nous soyons quand même là pour nous en occuper. Oui, tout à fait. Je pense que on l'a dit au début, le message était clair, on va tous mourir. C'est ce qu'on entendait tout le temps. Nous, soignants en particulier, on allait tous mourir parce qu'on allait au contact du virus. Après, on a appris que le risque de forme grave se calculait en quelques pourcents et qu'avec les gestes barrières, ce quelques pourcents était divisé par 10 ou par 100. Donc on peut dire en clair qu'au niveau du service pédiatrique du CHU, vous êtes plus ou moins préservé. Alors on a eu jusqu'à 5 enfants hospitalisés avec prélèvement positif. Et si on les a gardés hospitalisés, ce n'était pas parce qu'ils avaient une forme grave de Covid, c'est qu'ils avaient une fièvre avant l'âge de 3 mois, c'est qu'ils avaient une pathologie autre qui nous incitait à être prudents, drépanocytose par exemple, ou mucoviscidose, mais le patient vraiment objectivement n'avait pas une forme grave de Covid. On avait une bonne raison de le garder, par prudence, mais il n'avait pas une forme grave de Covid. Donc on est quand même dedans. Et notre service de pédiatrie n'est pas en mesure d'avoir, comme les services adultes, des unités indépendantes dédiées à la prise en charge du Covid. On ne peut pas. On a une réduction de lits de par les contraintes générales, et c'est un petit peu le lot qu'on apporte, nous, à la prise en charge des adultes, très indirectement. On a redonné des surfaces de travail pour les services adultes. On a dû se recentrer sur un étage de la tour sud. Là, on a besoin de se réétendre d'ici quelques jours parce que notre pandémie mondiale à nous va commencer, comme chaque année, depuis des dizaines d'années. C'est la bronchiolite AVRS. C'est mélangé avec le rotavirus. Donc vous n'êtes pas préoccupé par le Covid, mais surtout par la bronchiolite, c'est ça? On est très préoccupé par la situation épidémiologique. Le Covid en fait partie parce que recevoir des patients Covid en pédiatrie, ça nécessite de prendre des mesures drastiques pour les accompagnants, d'une part, mais d'autre part, on veut que tous nos patients
puissent bénéficier de la présence d'un de leurs deux parents à temps complet. Donc c'est un casse-tête en permanence, j'allais dire chinois, mais enfin le jeu de mots serait un peu trop facile, pour avoir tout le temps un des deux parents avec l'enfant et faire respecter à ce parent qui a été peut-être à l'origine de la contamination de leur enfant les gestes barrières. Et ça, c'est pas simple. Et on a un personnel actuellement qui a un mérite et un courage énorme d'arriver à évoluer dans cette ambiance, d'être là pour le bien de l'enfant, tout en veillant à la sécurité des autres enfants qui ne sont pas atteints, tout en veillant à rappeler les gestes barrières aux adultes qui entourent l'enfant. C'est pas simple. Donc ça voudrait dire que quand il y a un enfant Covid dans la famille, ça voudrait dire qu'il y a un des parents très probablement qui a été porteur. Qui a été porteur. Qui est ou qui a été porteur. On le voit quand on fait des tests chez les enfants qui avaient de toute évidence eu une infection avec des parents prouvés Covid. Si on arrive 2 ou 3 jours plus tard, le prélèvement est négatif. Ça veut dire qu'ils ne sont quasiment plus infectants, très probablement plus infectants, puisque nous avons une manière de faire les prélèvements qui est assez fiable en pédiatrie. On a vraiment l'habitude avec les virus. On le fait depuis des années avec le VRS, avec la grippe. Donc, quand on fait un prélèvement par aspiration, on ne le fait pas à moitié. D'accord. À ce stade de l'émission, nous récupérons quelques appels et je reviendrai avec Gérard Cotillon pour quelques autres questions. Nous avons un premier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Bonsoir madame, bonsoir monsieur le directeur, bonsoir monsieur le chef de pédiatrie, le chef de service de pédiatrie. Je voulais vous dire qu'en dehors d'enfiler les lieux communs que l'on connaît déjà, on voudrait, nous, population de la Guadeloupe, avoir des précisions sur un certain nombre de problèmes. Premièrement, premier problème qui se pose. Quand vous dites, monsieur le directeur, que les gens n'ont plus confiance dans les scientifiques, mais les scientifiques eux-mêmes se fourvoient, puisque à longueur de temps, on entend l'un dire quelque chose, l'autre dire le contraire. Alors, première chose, il faudrait qu'il y ait au moins une unité pour favoriser non seulement la compréhension, mais le fait qu'on puisse croire en ce qu'ils disent. Deuxièmement, monsieur, vous n'êtes pas responsable, mais vous êtes au centre du GHT. Vous n'en parlez jamais. Vous êtes donc au centre du groupement hospitalier territorial qui regroupe toutes les entités hospitalières et aussi les entités hospitalières qui ne sont pas publiques mais qui sont dans le privé. Puis vous demandez quelle est votre responsabilité dans ce qui se passe, par exemple, dans certaines structures tout près de chez vous, à qui vous confiez des malades, à qui des médecins ont été victimes du coronavirus et aucune mesure n'est prise pour une prévention dans cette structure. Bon, vous savez de quoi je parle. Hein? Troisièmement, nous ne sommes pas dans une île, monsieur, vous vous trompez, nous sommes dans un archipel, ce qui donne encore plus de poids à une politique de prévention. Alors sur cette politique de prévention, à l'intérieur de votre hôpital, qu'est-ce que vous avez fait par rapport aux 2500 ou 3000 salariés médecins compris, tous les gens qui travaillent, qu'est-ce que vous aviez fait pour une prévention, un dépistage précoce de ce qui peut arriver à l'hôpital. Quatrièmement, dernier point, monsieur, puisque nous avons beaucoup d'appels. C'est pas de votre faute, mais c'est comme ça. Un seul ascenseur qui fonctionne. Croyez-vous que ce soit sérieux de faire rentrer un certain nombre de gens dans cet ascenseur? Croyez-vous que tous les gens qu'on fait rentrer dans cet ascenseur, on leur demande de respecter les mesures barrières? Alors, je vous demande de prendre position sur tous ces problèmes-là. Merci, c'est très important et très important pour la population. Arrêtez d'enfiler des lieux communs, de dire ceci, de dire cela. Tout le monde sait que le plus important serait d'avoir un traitement, il n'y en a pas, un vaccin, il n'y en a pas, il n'y en aura pas pour tout de suite. Donc, ça manque. Ce qui donc est essentiel, c'est la prévention et la détection. Merci monsieur. Merci. Gérard Cotillon. Et bon courage à vous. Merci monsieur Gérard Cotillon.
de manière globale. Écoutez, moi, je ne sais pas si j'enfile des lieux communs. Moi, je respecte ce que dit ce monsieur. Bon, moi, je dis ce que je pense. Si ce sont des lieux communs, peu importe. C'est ce que je pense. Et voilà, j'espère garder encore longtemps cette liberté de dire ce que je pense, en toute sincérité. Le téléspectateur m'interroge sur le GHT. Alors, premièrement, pour son information, le GHT concerne les hôpitaux et les structures publiques. Les structures privées ne font pas partie du GHT. Ils peuvent demander à être associés. Pour l'instant, aucune structure privée ne fait partie du GHT. Quelle est ma responsabilité? Vous savez, quand vous êtes directeur de l'hôpital support du GHT, c'est-à-dire l'hôpital qui est censé piloter les grandes lignes politiques du GHT, votre responsabilité est la responsabilité du chef d'établissement. C'est-à-dire, je suis chef dans mon établissement. Je ne suis pas directeur de Basse-Terre, je ne suis pas directeur de Capesterre, je ne suis pas directeur de Selbonne. Il y a des directeurs qui ont la responsabilité de leur établissement. Moi, je suis le seul représentant légal du CHU, la directrice de Basse-Terre est la seule représentante légale de son établissement. Pour autant, nous faisons des choses ensemble. Il y a une CME du GHT qui travaille sur des filières de prise en charge pour coordonner la réponse de soins sur l'ensemble du territoire et faire en sorte que les hôpitaux puissent apporter une réponse qui soit pertinente à la demande de soins. Nous, au niveau des directeurs, nous avons mis en place ce qu'on appelle la fonction achat mutualisé, parce que chaque établissement achetait pour son propre compte. Et dans un hôpital, on se rend compte que nous achetons peu ou prou les mêmes produits. Donc si on se rassemble, on peut espérer être plus efficace et faire baisser les prix. Ce sont des économies et tout ça a été prouvé. Regrouper les achats, ça permet de faire des économies, de ne pas supprimer des postes, mais de faire des économies. Donc au niveau du GHT, voilà, ce travail-là est fait. Après, concernant la crise Covid, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une vraie coordination de l'ensemble des structures publiques et privées. Pour vous donner un exemple, et ça me semble être normal, nous sommes l'hôpital support du territoire. Le CHU reçoit les malades les plus graves en réanimation. Les Eaux Claires ont ouvert une unité de soins continus où nous transférons des patients pas atteints de Covid, mais qui ont besoin d'un niveau de soins élevé, pas forcément de la réa, mais un niveau de soins suffisamment élevé pour qu'ils aient une prise en charge particulière. Basse-Terre a ouvert des lits de réanimation, prend maintenant des patients Covid. Alors, pas les formes les plus graves, parce que, par exemple, un patient peut être atteint du Covid et avoir besoin d'être dialysé la nuit parce que son état se dégrade. Ça peut se faire qu'au CHU. Donc, il y a une très bonne coordination entre les médecins réanimateurs, que ce soit aux Eaux Claires, que ce soit à Basse-Terre. Nous, on a ouvert des lits de médecine Covid, mais ça veut dire qu'on l'a fait au détriment des lits de médecine de spécialité. Donc, la polyclinique prend le relais, a ouvert une unité de médecine pour pouvoir accueillir des patients. Donc, moi, j'ai envie de dire, tout ça se fait plutôt bien. Alors, je suis désolé de le dire, c'est peut-être un lieu commun, je sais que ça va déplaire certains. Moi, je suis plutôt fier de ce qu'on fait. Moi, j'aimerais savoir quel est le CHU qui a un quart de ses lits occupés par le Covid. Le seul, c'est nous. Et on fait un travail extraordinaire. Et moi, je rends hommage aux médecins qui sont mobilisés H24 pour prendre en charge les patients. Je rends hommage au personnel présent qui, malgré le risque d'être touché par le Covid, malgré la peur que beaucoup ont réussi à vaincre, il y avait une vraie peur lors de la première vague, font un travail extraordinaire pour ne pas laisser les gens sans réponse. Nous avons une mission qui est noble, on l'accomplit avec beaucoup de respect vis-à-vis de la population, un vrai engagement. Et donc, moi, je suis plutôt fier de ce qui se passe dans ce CHU. Aujourd'hui, fier pourquoi? Oui. Parce que tout le monde sait quelles sont les difficultés du CHU. Tout le monde sait quelles sont les difficultés.
Nous avons un établissement qui est vétuste dans sa structure. Nous avons un établissement qui est en difficulté sur le plan financier. Nous avons un établissement qui est en difficulté sur le plan de son organisation. Et moi, je suis venu pour essayer de réparer tout ça. Donc, ça prendra du temps. Et réparer tout ça, c'est se donner encore plus de latitude pour pouvoir accueillir plus de patients et mieux les accueillir. Donc, désolé de le dire, hein, c'est peut-être un lieu commun, je ne sais pas comment on peut qualifier. En tout cas, moi, je suis fier du travail qui est fait dans ce CHU. Alors dites-moi que, puisqu'il y a une levée de bouclier des syndicats, que réclament-ils exactement? Et est-ce que vous avez l'impression que ce qui se passe aujourd'hui au CHU, c'est quand même injuste par rapport au travail qui est effectué? Écoutez, chacun prend ses responsabilités, chacun fait son travail. Je n'ai pas à qualifier le travail ou l'attitude, la posture des organisations syndicales. J'ose espérer qu'ils font leur travail en toute sincérité et que voilà, ils sont dans, c'est leur boulot, c'est de revendiquer. Moi, je ne suis pas dans la revendication, je suis dans l'action. Et voilà, moi, ça ne me pose pas de problème. Hein. Je veux dire, encore une fois, vous m'avez entendu dire quand je suis arrivé ici au CHU, moi, je suis quelqu'un qui est ouvert au dialogue social. Mais bon, je ne suis pas non plus dans une attitude béate à accepter non plus n'importe quoi. Je suis ouvert au dialogue social. Je crois au dialogue social. Je crois à la capacité des acteurs sociaux, qui soient côté direction, côté représentants du personnel, à trouver des accords, à se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. J'ai pas de problème avec ça. Après, chacun prend ses responsabilités. Il arrivera bien un jour où des historiens, des observateurs, feront le bilan de tout ça et diront qui avait raison, qui n'avait pas raison, qui a apporté sa pierre pour faire avancer la Guadeloupe, qui a fait reculer. Bon, voilà. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Il y a des revendications. Moi, quand je les écoute, quand je peux y répondre, je réponds. Quand je les trouve qu'elles ne sont pas de mise, je ne réponds pas. Ça peut provoquer des confrontations, mais tout ça, c'est ça. J'ai envie de dire, c'est la vie sociale, c'est la vie démocratique. Moi, j'ai pas de difficulté avec tout ça. Et encore une fois, je n'ai pas à juger la posture des organisations syndicales. Elles jugent ce que je fais, c'est la règle du jeu. Mais voilà, moi je suis à l'aise avec tout ça. Voilà. Alors, il y a aussi rapidement un débat concernant les urgences cardiologiques. Ça circule et les malades s'interrogent et se disent comment ça va se passer pour nous. Alors, que dire de cette affaire? Moi, je dirais que des choses très simples. Hein. On a un service de cardiologie. J'ai vu ce qui circule sur les réseaux sociaux, puis les gens m'ont dit, voilà, ils se disent ça, ils se disent... Bon, on a un service de cardiologie qui fonctionne bien. Je rends hommage au docteur Arifla. J'ai regardé les chiffres. Depuis le 1er juin jusqu'à... J'ai fait l'extraction que j'ai demandé à notre chef de service du SAU. C'était mercredi. Elle m'a donné les chiffres. Entre le 1er juin et mercredi dernier, nous avons eu aux urgences du CHU 497 patients avec un problème cardiaque pris en charge au CHU avec l'équipe du docteur Lafleur. Donc, moi, mon message à la population, c'est qu'il y a zéro problème. Vous avez un problème cardiaque, vous avez une difficulté, surtout ne restez pas chez vous. Venez au CHU. Il y a un cardiologue présent 24 heures sur 24. Vous serez pris en charge. Alors, et puis tous ceux qui se plaignent, qui ont des choses à dire, y compris des médecins de chez moi, mais qui viennent travailler aux urgences. Tout le monde est mobilisé là actuellement. J'ai des chirurgiens, d'accord? Ils ne sont pas médecins, hein? Ils participent à l'effort. Ils viennent prendre des gardes aux urgences. Ils font du tri. Ils sont avec d'autres médecins. Ils font le boulot. Et puis j'en ai qui ne sont pas là. C'est ça la réalité.
je n'ai pas de nom à donner. Je veux dire, la gestion de l'hôpital n'a pas à être sur la place publique, surtout quand ça concerne des individus. Donc moi, c'est la règle que je me suis fixée. Simplement, moi, il ne faut pas venir me chercher sur ce terrain-là parce que je répondrai en toute transparence. D'accord ? Bon, voilà, je n'irai pas plus loin dans cette polémique depuis quelques jours. On a cru que c'était une affaire de personne entre le docteur Hydreville et vous-même. Écoutez, les affaires du CHU, ce ne sont pas mes affaires. Hein. Moi, mes affaires personnelles, elles sont privées, elles sont cachées et je les règle. Les affaires du CHU, ça concerne tout le monde. Donc, moi, pas de problème. On veut mettre sur la place publique, pas de problème. Je peux aussi mettre sur la place publique ce qui se passe à l'intérieur du CHU. Simplement, ce que je dis, parce que c'est le sujet le plus important. Si des patients porteurs de pathologies cardiaques sont inquiets, moi je leur dis, rassurez-vous, vous avez un problème, 24 heures sur 24, venez au CHU et vous serez vu par un cardiologue. 497 passages aux urgences depuis le 1er juin pour des problèmes cardiaques. Voilà, les chiffres, je les ai. Vous êtes journaliste, venez quand vous voulez. Je ne suis pas obligé de vous accompagner. Je vous ouvre les portes du CHU. Allez voir la chef de service des urgences et demandez-lui les chiffres. Et si elle m'entend, je lui dis oui. Vous pouvez donner les chiffres à Mme Boissé et aux autres journalistes. Zéro problème. Et je trouve insultant pour les cardiologues qui sont présents au CHU 24 heures sur 24, parce que moi j'ai un service de cardiologie avec des patients hospitalisés. J'ai un service de soins intensifs de cardio. J'ai la seule salle de coronarographie du territoire qui fonctionne H24. Et laisser croire que les patients porteurs de pathologies cardiaques ne peuvent pas être pris en charge au CHU en urgence est tout simplement malhonnête. Je le dis, malhonnête. Ouais. Nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Nous avons le temps de récupérer quand même un appel. Oui, docteur Després. Peut-être un mot sur la première question qu'avait posée le téléspectateur. C'est un sujet de fond très très important, c'est la cacophonie apparente du milieu dit scientifique. Si on écoute bien les gens en tout début de crise, si on écoute les grands scientifiques, il y avait des grandes gueules. Des grandes gueules qui déplacent le problème du débat d'idées au rapport de force. Ils vont se planter tous. C'est des gens qui ne font pas le boulot tel qu'il devrait être fait. Et puis il y a des gens qui sont un peu discrets, qui disaient « je pense que » ou « pour être prudent, on devrait faire que ». Mais ces gens ont un discours qui ne passe pas. Ces gens ont un discours qui n'intéresse pas les médias. Celui qui dit « je crois qu'il serait plutôt prudent », il ne passe pas la barre. Celui qui dit « scandale, c'est terrible, à Marseille, nous avons un médicament miracle, et comment se fait-il qu'on n'a pas tous acheté ?» Lui, il fait le devant de la scène. Donc le problème scientifique, il est biaisé, enfin l'aspect scientifique est biaisé d'emblée. Il y a quand même des gens qui travaillent avec un peu plus de retenue actuellement, et qui disent des choses qui sont très vraies. Et si on réécoute ces petites gueules du début de l'épidémie, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent en prenant des mesures barrières, on ne va pas casser l'épidémie, on va la lisser pour éviter que les services soient engorgés. C'est exactement ce qu'on a vécu. On ne peut pas empêcher une épidémie de circuler. Au bout du compte, ceux qui ont été peu servis la première fois, on repasse les plats et la deuxième fois, ils sont beaucoup plus servis. C'est l'inverse dans le Haut-Rhin, par exemple. Première vague terrible, deuxième vague est beaucoup plus calme maintenant. Donc il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, il y a des gens qui disent le vaccin pas avant 1 an et demi, et puis d'autres qui disent formidable, moi j'ai déjà trouvé, dans 1 mois il sera prêt. Donc je crois qu'on aurait intérêt à écouter les gens qui sont discrets et qui veulent se placer dans un débat d'idées, non pas dans un rapport de force. Ceux qui gueulent le plus fort, en sciences comme dans beaucoup d'autres domaines, il faut un peu les oublier. Bien. Je partage ce que vient de dire le docteur Després. Oui. Bien, alors ceux qui nous écoutent ce soir peut-être partagent ou ne partagent pas. En tout cas, il faudrait bien trouver une solution puisque la situation est quand même très compliquée. Nous prenons un dernier appel puisque nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission. Bonsoir, vous avez la parole. Allez-y. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons.
pas me... Allô, allô? Nous vous écoutons, monsieur. Ben, le gars m'a dit que... Baissez sur le volume de votre téléviseur. Allô? Allez-y, monsieur, un petit point au niveau de la technique avec ce téléspectateur. Allô, allô? Allô? Allez-y, monsieur. Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui, ben c'est bien. Bonjour, tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Oui, bonsoir, dis-je. Bon, je voulais m'adresser à monsieur Cotello. Ben, je voulais demander qu'est-ce qu'il en pense, parce qu'on est en train de nous ridiculiser ici en Guadeloupe. Vous savez, avec le port du masque en permanence. Qu'est-ce qu'il en pense de ça? Parce que vous savez très bien que le port du masque en permanence comme ça, c'est fragiliser la santé des gens, surtout avec le climat et notre environnement. Et qu'est-ce qu'il en pense aussi du professeur Toussaint, qui comptabilise, qui l'a sorti sous les réseaux sociaux, et qui doit comptabiliser en Guadeloupe pendant 10 jours des décès pour donner pour un jour, pour une seule journée. Qu'est-ce qu'il en pense de ça? Parce que c'est des spécialistes, qu'est-ce qu'il en pense aussi du professeur Raoul et de Péwan et tous les autres qu'on voit sur les chaînes, qu'on voit sur les réseaux sociaux qui donnent des informations et qui nous dit que le Covid est en perte de vitesse et qu'ici on est en train de nous mettre, ils nous ont mis en rouge et à Marseille, mais au moins les Marseillais se sont mis debout. Mais comme nous, Guadeloupéens, pour ne pas dire le vrai mot, on n'a pas ça qu'il faut pour dire non. Dans un pays comme la Guadeloupe, on a le soleil, on a tout. On nous dit qu'il y a des morts de Covid comme on nous comptabilise. Quand je prends près de chez moi, tout près de chez moi, il y a quelqu'un qui était hospitalisé et qui est décédé. On l'a fait passer en Covid. Tout près de chez moi encore. Il y a un jeune aussi, ils ont parlé, le gars, il est décédé, on l'a mis en Covid, mais en fin de compte, si lui, il a le Covid, comment se fait-il que tous ces gens qui sont dans la maison avec lui, ils n'ont pas contacté le Covid? Ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment invraisemblable. Merci. Que vous savez aussi, et pour quelle raison on ne peut pas traiter les gens avec la chloroquine? Le gouvernement, il a mis un veto, il a sorti la chloroquine, étant donné que c'est un médicament efficace pour traiter la chloroquine, pour éviter que les gens arrivent à des stades comme pour la première vague. Comment se fait-il? Et que certaines personnes peuvent en avoir. Les gens qui viennent, vous savez, après la première vague, on était peinards en Guadeloupe, ça allait, et bien, les gens sont sortis d'ailleurs, on les a envoyés contaminer les Guadeloupéens, et personne ne dit rien. Les politiques, personne ne dit rien. Vous savez, la presse ne dit rien. La télé, personne. On entend sur RFO Guadeloupe, qu'on traumatise les gens, qu'on fait peur aux gens, les gens ont peur de marcher, les gens ont peur de sortir, aller faire leur marché. Mais n'oubliez pas qu'on a beaucoup de personnes qui vivent, qui ne sont pas fonctionnaires, qui font pas partie, et comment dirais-je, des administrations et toutes les administrations, je perds le nom là de dire, et ces gens-là, quand ils ne travaillent pas, ils reçoivent leur salaire. Monsieur Cotelon, vous savez, il y a beaucoup de Guadeloupéens, c'est des artisans, c'est des gens comme les restaurateurs. Moi, je ne vois pas pourquoi on empêche les restaurateurs de travailler. C'est inadmissible, et qu'on voit qu'à Carrefour et qu'on voit à McDo, les gens, ils sont là, c'est inadmissible. Et monsieur comment dirais-je, Cotelon, mais il faut sortir pour que le préfet arrête de nous ridiculiser. Surtout la dame qui est là de l'ARS, vous avez entendu ce qu'elle a dit là, et qui est en train de nous ridiculiser. Les gens prennent leur voiture pour aller travailler. Il n'y a pas de route, on n'a pas de service de bus comme en France, de métro et consorts. On est obligé de prendre le machin. Et la dame arrive à dire que il y a plein de voitures sur les routes et il y a pas ça, mais non, on est en famille, mais c'est notre coutume, on peut pas, on a des parents, on va voir le parent, on va travailler, c'est inadmissible. Moi j'aimerais que vous, parce que vous donnez les choses, on peut pas penser que le professeur Toussaint est le courant de ce qui se passe en Guadeloupe, et ici que nos médecins, nos dirigeants, les gens qui dirigent la Guadeloupe, ils n'arrivent pas, on les entend
Enfin, Merci. On l'espère. Merci beaucoup, monsieur. Éviter que ça part en catastrophe et qu'on confine pas la Guadeloupe et ni que, comme dit la présidente de région, qu'il va le soir mettre, je ne sais pas qu'elle a dit, ça c'est inadmissible. Merci, monsieur. Les politiques ne doivent pas rentrer dans ces détails-là. Normalement, on doit faire tourner l'économie du pays et faire vivre les gens. Et non, quand vous dites les vaccins, merci monsieur, les vaccins, merci c'est déjà beaucoup. prêt. Mais nous, on ne veut pas de vaccin, on ne veut pas de vaccin pour nos enfants, nos petits-enfants, ni pour vous, et on ne veut pas être téléguidé. On ne veut pas de la 5G. Moi, j'ai travaillé dans la télécommunication, je connais ce que c'est, et moi, je ne veux pas, parce qu'on peut vous tuer à n'importe quel moment. Merci, monsieur, merci. Et ça, je m'arrête sur ça, parce que je pense que vous avez, mais répondez quand même aux questions que je vous ai posées. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, monsieur. Voilà, bien. Écoutez, effectivement, sur LCI, il y a eu le professeur Toussaint qui disait que les chiffres étaient tronqués et que, en fait, on voulait vraiment mettre en avant un scénario catastrophe. Alors, les réseaux sociaux, ce qui se dit aussi sur des médias sur le plan national. Alors, Gérard Cotellon, vous voyez, au début de l'émission, je vous le disais, comment s'en sortir dans tout cela? Oui, il faut rester très calme. Il y en a qui disent qu'on veut affoler la population, donc on affiche un nombre de morts qui n'est pas la vérité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de morts, et puis il y en a d'autres qui disent qu'on cache qu'il y a beaucoup plus de morts que ce que disent l'ARS et le CHU. Et moi, personnellement, encore une fois, je me répète, les affaires du CHU ne sont pas mes affaires, ce sont les affaires de la population guadeloupéenne. Les chiffres qu'on annonce, le nombre de morts au CHU du Covid, c'est la réalité. Encore une fois, moi, je n'ai jamais fermé la porte du CHU à des journalistes. Si vous avez des doutes sur les chiffres qu'on annonce, venez voir. Puis que tout le monde se tranquillise. Je viens de voir ce matin, il va y avoir une mission IGAS, là, qui a été confiée aux inspecteurs de l'IGAS sur la gestion de la crise. Moi, j'ai dit à la présidente de la conférence des DG de CHU, je souhaite que cette mission vienne en Guadeloupe. Donc, je ferai tout pour qu'elle vienne en Guadeloupe. Que cette mission IGAS vienne, voilà, ou regarder, est-ce que cette gestion de crise par le CHU, par l'ARS, la position des médecins, tout ça, est-ce que, voilà, il y a eu des failles? C'est la règle du jeu, et j'accepte cette règle-là. Et vous jouez la carte de la transparence? Évidemment. Si moi j'ai fauté, si moi j'ai pris des décisions absurdes qui ont mis en danger la vie des Guadeloupéens, la vie des professionnels, je serai sanctionné. Et c'est normal. C'est normal, c'est la règle du jeu. La seule chose que je veux dire à ce monsieur, c'est que monsieur, j'entends tout ce que vous dites et je respecte vos propos. Moi, je parle en tant que directeur du CHU. Ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se contaminent. Il y a beaucoup de gens hospitalisés au CHU. Je vous ai dit que 1/4 des lits ouverts actuellement au CHU sont occupés par des patients Covid. Et on ne les garde pas à l'hôpital pour le plaisir de les garder. Quand on les garde, c'est très souvent parce que ce sont des patients qui sont en dette d'oxygène. Ce sont des patients qui ont des formes graves. Il y a des gens qui meurent. Et il faut tout faire pour ne pas avoir ce coronavirus. Voilà. Moi, j'ai eu cette expérience, je peux vous dire. Alors, je n'ai pas eu une forme grave, mais ça m'a quand même secoué. Alors, ce qui se dit, c'est que vous êtes soigné à la chloroquine et que ça a été pour vous. Enfin bon, bref. J'allais dire une bêtise et il ne faut pas. Ma mère me regarde. Ce que je veux dire, c'est que quand vous sortez de cette pathologie, et je peux en témoigner, vous sortez plus fragile qu'avant de l'avoir. Donc, il y a des façons de se protéger de tout ça. Moi, j'invite tout le monde à se protéger. Puis après, nous sommes dans un pays de liberté. D'accord ? Et aux États-Unis, il y a des jeunes qui se sont amusés à organiser des rallyes pour se transmettre le virus. S'il y en a qui veulent s'amuser à ça, qu'ils le fassent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous sommes dans un pays de liberté. Après, les gens, dans la sphère privée, ils font comme ils veulent. Simplement, on ne vit pas que chez soi, on côtoie les autres. Donc, on a aussi une responsabilité individuelle en termes de protection des uns et des autres. Et moi, j'invite les gens à avoir ce minimum de respect les uns vis-à-vis des autres. Monsieur a parlé du vaccin. C'est l'occasion pour moi de dire, là, le docteur Després le disait, la pandémie au point de vue pédiatrique va démarrer. Il y a une autre épidémie qui va démarrer, c'est l'épidémie de grippe, la grippe saisonnière. D'accord? Pour l'instant, on n'a pas de vaccin pour le Covid, mais le vaccin contre la grippe, il existe. Il existe depuis de nombreuses années. Je sais que bon nombre de personnes disent il ne faut pas se faire vacciner. Je me suis fait vacciner une fois il y a 10 ans, j'ai été très très malade, donc je ne veux plus recommencer. Je ne suis pas médecin, hein. Je parle juste d'expérience. Moi, je pense qu'il vaut mieux se faire vacciner contre la grippe. Ce vaccin existe, il faut se faire vacciner. Je sais que là aussi, c'est la mode sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens, y compris des médecins, il ne faut pas se faire vacciner, tout ça absurde. Alors, les médecins même se contredisent. Oui, il y a beaucoup de médecins qui mènent des campagnes pour dire qu'il ne faut pas se faire vacciner. C'est ça la vraie question. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a réussi à éradiquer un certain nombre de maladies avec les vaccins. Le jour où il y a un vaccin contre le paludisme, beaucoup de choses vont changer en Afrique. Et je suis sûr que les Africains attendent ce jour-là avec impatience. Voilà ce que je peux dire notamment sur le point sur la vaccination. Mais c'est plus du domaine de Philippe Després que le mien. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter par rapport à ça. Alors moi, je suis un extrémiste pour les vaccins en général et je sais qu'actuellement, on est contré par des gens qui vendent des conseils, alors que nous, on en donne. Alors je dis aux gens, est-ce que vous préférez écouter quelqu'un qui donne un conseil ou quelqu'un qui vend un conseil? Donc, faites-vous vacciner? Oui. Oui. Et quand viendra le moment du vaccin contre le Covid, fait par des gens raisonnables, par les grandes firmes qui se prennent du temps parce qu'elles sont très surveillées. La théorie du complot, c'est un peu facile actuellement, mais ces gens-là ne peuvent pas faire n'importe quoi. Évidemment, ces gens-là vont gagner de l'argent grâce au Covid. Les grandes boîtes pharmaceutiques vont gagner de l'argent grâce au Covid. Mais entre-temps, qui c'est qui gagne de l'argent grâce à ces informations qui circulent? C'est ceux qui gèrent les réseaux sociaux et ceux qui vendent des smartphones. Et eux, visiblement, on ne les attaque pas en disant « vous participez à une théorie du complot, ils vous ont gardé les bénéfices ». Mais pourtant, c'est eux actuellement qui sont gagnants. Parce que les réseaux sociaux, je peux vous dire que ça rapporte énormément à ceux qui... Je me rappelle sur Internet récemment, on avait des mails qui nous suggéraient de lancer des pétitions. Et toutes les semaines, on était censé relancer une pétition contre les voitures diesel, contre les plastiques, contre tout ça. Et en fait, il y a des gens qui font leur activité de sorte d'indignation professionnelle devient une activité lucrative. Et moi, je me méfie un petit peu des gens qui nous poussent à nous indigner contre tout et n'importe quoi. Et le vaccin, c'est vraiment une très mauvaise cible d'indignation. Là, on peut en parler longuement et en tant que réanimateur pédiatre, je peux discuter pendant des heures de ce que ferait l'absence de vaccin dans la population pédiatrique actuellement. Demandons à nos parents, ceux qui ont connu la poliomyélite. La poliomyélite, en 1954, je peux vous dire que le Covid à côté, c'est rien du tout. La polio, il y a encore des séquelles visibles actuellement de l'épidémie de polio 54-63. C'était épouvantable. Ça n'existe plus. Et comme ça n'existe plus actuellement, on a même oublié les souvenirs de ça. Alors nous sommes arrivés au terme de cette émission. Malheureusement, il y avait encore des appels, mais vous aurez l'occasion d'y revenir puisque ce n'est pas la dernière émission sur cette question. Alors, quel message faire passer ce soir? Alors, que craignez-vous le plus, Gérard Cotellon, et qu'auriez-vous souhaité? Est-ce que vous êtes satisfait des mesures qui sont prises? Est-ce qu'il faut plus? Que souhaitez-vous concrètement, puisque vous dites, moi, je veux absolument freiner cette propagation du virus? Alors, que souhaitez-vous exactement?
Je souhaite que ça s'arrête le plus tôt possible, le plus vite possible, parce qu'on voit bien que ça désorganise tout. Ça désorganise l'hôpital, ça désorganise la vie sociale. Donc je souhaite que ça s'organise, que ça s'arrête le plus tôt possible. Vous dites que craignez-vous. Je vous l'ai dit, moi ce que je crains, et je ne veux pas être dans cette situation, c'est pour ça que nous avons eu une organisation au niveau du CHU qui est chronophage, qui est prenante. Les médecins qui sont autour de moi, ils ont les patients à prendre en charge, mais je les invite régulièrement à des réunions pour qu'on partage des informations, qu'on analyse les données épidémiologiques et qu'on soit en anticipation. Parce que, encore une fois, moi, je ne veux pas me retrouver dans la situation où je m'interroge sur ce que je fais d'un malade. Voilà. Je veux toujours être en possibilité d'accueillir les patients. C'est ça notre mission. Et donc, pour ça, nous sommes en veille. On essaye d'anticiper le plus possible par rapport à ce qu'on peut observer, vu de notre fenêtre, vu des données que nous avons de la fréquentation de l'hôpital, des affaires traitées par le SAMU. Et voilà, tout ça, on met tout ça ensemble, on partage entre nous. Je suis très satisfait de la façon dont ça se passe avec les médecins. Et je pense que c'est ce qui nous permet de répondre à la demande de soins, de soins de la population. Je suis aussi très satisfait de l'aide que les uns les autres nous apportent. Je vous ai dit, sur le territoire, c'est l'entraide qui prime. Je veux dire, tout le monde est préoccupé par apporter la bonne réponse à la demande de soins, qu'il s'agisse des hôpitaux publics, des structures privées. Quand je regarde sous l'interrégion, la Guyane qui a connu et qui a été en difficulté au mois de juillet, nous avons eu à accueillir des patients de Guyane. Là, maintenant, c'est beaucoup plus calme chez eux. Ils nous ont dit, voilà, on peut vous prendre 6 patients là tout de suite. On peut vous envoyer du matériel parce que on s'est beaucoup équipé pendant la crise Covid en Guyane. Donc on a du matériel disponible. Si vous avez besoin, on peut vous aider. La Martinique, qui dans un premier temps nous a envoyé des médecins réanimateurs, qui maintenant nous prend des patients. Alors la Martinique est un peu en difficulté aussi sur ses lits de réanimation parce que pas concernée par le Covid, mais par l'épidémie de dengue. Moi, tout ça me va bien. On a des forts moments de stress parce que voilà, tout ça vous empêche de dormir par moments. Mais encore une fois, je le redis, je sais que ça va embêter beaucoup de gens, mais bon, ça c'est leur problème. Je suis très fier de ce qu'on fait. J'aimerais savoir quel est l'hôpital qui, avec un quart de ses lits occupés par le Covid, réagit et fait ce qu'on fait dans les conditions de difficulté que le CHU connaît et que tout le monde connaît sur ce territoire. Dernière question, le nouveau CHU est en construction. Est-ce qu'il pourra faire face à ce genre de crise? Ou est-ce qu'il faut revoir au niveau de la formidable espoir, cet établissement qui va améliorer les conditions d'accueil, améliorer les conditions de travail. Et puis pas plus tard qu'hier, nous avons validé avec le maître d'œuvre, on met en place une certaine modularité à l'intérieur du CHU. On a appelé ça pas pour s'amuser parce que l'heure n'est pas à l'amusement, mais on a appelé ça Covid-24 parce que l'hôpital sera totalement fonctionnel en 2024. La modularité à laquelle je fais allusion, c'est nous sommes capables de passer, on sera capable dans ce nouveau CHU de passer en 48 heures en cas d'épidémie, à l'ouverture d'une centaine de lits, tout de suite là, consacrés à l'accueil des patients en cas d'épidémie. Et donc, on a travaillé ça avec le maître d'œuvre, avec les entreprises. On a validé ça hier. Comme vous le savez, ce CHU est payé par l'État. Donc, il y aura quelques menus-monnaies à mettre en face de tout cela. Mais j'ai bon espoir que tout ça soit validé par le préfet, par l'ARS et in fine par l'État, parce que je trouve ça pertinent et c'est l'enseignement que nous tirons de l'expérience Covid-19 en 2020.
Merci. Et puis, un point avec vous pour conclure. Moi, ce que je crains par rapport à cette épidémie, c'est le rétrécissement des cerveaux dans les rapports humains actuellement, dans la méfiance qui est en train de monter. Au début, on était des héros au mois de mars et on avait dit entre collègues, le personnel soignant ne va pas rester héros très longtemps. Puis on l'a vu, on se méfie de nous parce qu'on peut être porteur du virus, on se méfie de nous parce qu'on est salarié de la fonction publique, donc on est protégé. On se méfie de nous parce qu'on est de lice, soi-disant, avec les pharmacies, avec les pharmaciens, avec les grandes firmes pharmaceutiques. Et je crois que ne pas mettre des enfants à l'école, par exemple, ça participe au rétrécissement des cerveaux progressif chez notre population que j'aime profondément, et c'est pourquoi je suis venu en Guadeloupe, quoi. C'est d'essayer de participer un petit peu à la prise en charge de ces gamins et de ne pas leur offrir un environnement riche dans lequel ils peuvent évoluer pour devenir des adultes responsables et efficaces. Moi, ça me fait peur. C'est ça qui me fait peur actuellement. Merci, Dr Després, merci Gérard Cotellon d'être venu sur ce plateau. Je vous souhaite un excellent week-end à tous.